Salut Bam, comment tu vas? Ça va super bien, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, merci énormément à toi. Comme on disait juste avant, en fait, Bam, je l'ai connu grâce à David Laroche qui l'avait reposté sur son Instagram et je suis tombé directement sur son compte. Et je me suis dit, cette fille, c'est obligé, il faut que je lui parle. Elle est tellement pétillante, elle habite aux States, donc ça, on va en parler. On fait une interview, bon bah déjà parce qu'elle est aux États-Unis, donc c'était un petit peu compliqué de la faire là-bas, mais en tout cas, en ce moment, on est en période de coronavirus. Donc, on va évoquer son parcours. Elle a un parcours assez extraordinaire et elle va aussi nous parler de son, de comment ça se passe, le corona là-bas. C'est vrai qu'on voit énormément d'informations qui nous font plus ou moins flipper sur TF1, BFM et compagnie, mais c'est toujours mieux d'avoir une vraie voix sur place. Donc voilà, déjà, comment ça se passe le corona sur place toi, tu es basé à Los Angeles, c'est ça? Moi, je suis à Los Angeles, effectivement. Alors, il faut savoir que ce que vous avez dans les médias, c'est beaucoup lié à la politique, donc à Ouais, Trump et à New York. Ce qui se passe dans chaque État, on dit des mayors, mais les maires, les députés et tout ce qui va avec, c'est eux qui gèrent leur État. ok. Ça, il faut le savoir, c'est super important. Moi, par exemple, j'ai été mise en confinement une semaine avant la France. Et pourtant, on pense que les États-Unis sont derrière, ce qui est vrai par rapport au développement de la pandémie. Ouais. Mais moi, là, je rentre dans ma 5e semaine à peu près de confinement. Et Et on c'est. sait, Ouais, vas-y. Tu vois. et on sait déjà que nous, ce n'est pas avant fin mai. En tout cas, à Los Angeles, pour tout te dire, on a reçu des emails, un email en disant que si certains magasins réouvraient leurs portes maintenant, l'électricité serait coupée, par exemple, dans ces magasins. Ok. Et les Américains, il faut savoir qu'ils ont une mentalité de follower. Ils suivent. Enfin, ils respectent les règles. Et ouais, c'est Donc, ça. moi, ce que je vois de l'autre côté en France, excusez-moi de vous dire que je suis juste choquée par les attitudes et les mentalités. Nous, on ne comprend pas ici. Ça, Bah, on ne là, comprend pas. ça a tendance un petit peu à se calmer là, mais c'est vrai que les trois, nous, on entame là, ça fait un mois, mais au moins les 3 premières semaines, c'était nimp. T'entendais à la télé, il y a un tel qui a fait un barbecue. Enfin, les gens, ils prenaient vraiment pas la chose au sérieux et c'est ce qui, je pense que là, au bout d'un moment, ça commence à se calmer. Mais ça a été un problème, et ça c'est très français, où tu as envie de toujours enfreindre un peu les règles, de titiller la C'est police. dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Moi, je l'ai eu le corona. Là, Ah j'attends ouais? de me faire. Je l'ai eu. En fait, on ne savait pas au début qu'il y avait tout ça. Et Ouais, moi, j'enseigne également dans des salles, mais j'avais un ami qui venait de France, qui est arrivé très malade. On ne savait pas ce qu'il avait. ouais. On ne savait pas du tout ce qu'il avait. Il est resté malade au moins un mois. Et honnêtement, avec tous les symptômes du corona, mais ce n'était pas, on n'en parlait pas aux États-Unis au mois de. Il est arrivé fin janvier. Et moi, j'ai été touchée mi-février, vers le 14-15, je me souviens, parce que, en plus, mon assurance, bon, ça, c'est encore autre chose aux États-Unis. Je devais venir en France, j'avais coupé mon assurance, j'avais plus d'assurance, je ne suis pas allée à l'hôpital. Ouais. Mais en fait, au bout de 10 jours, c'était devenu ingérable pour moi. Et j'ai été hospitalisée, en fait. J'ai été hospitalisée, ça a été super compliqué. Et je pense qu'on n'a pas été mis au courant au moment où c'était déjà présent dans le monde, en fait, pas Ouais. simplement en Asie. Ça, c'est que mon point de vue. Et je peux vous dire que je suis healthy, je fais attention à moi, tout ça. Mais quand j'ai été touchée par ça je me suis dit, j'ai des métastases, c'est pas possible. La douleur était diffuse partout, c'est très compliqué, c'est super compliqué. Ouais, ceux qui Et, disent avoir et eu ça, c'est vrai qu'ils sont KO, quoi. Ils sont. mais j'ai perdu 9 kilos. J'ai perdu 9 kilos en l'espace de peut-être 8 jours. Tous les jours, et je ne pouvais plus manger, j'avais des douleurs partout dans le corps. C'est quelque chose qui est juste impressionnant. Moi, je n'avais jamais vécu des douleurs comme ça. Honnêtement, je tombe très rarement malade. Je ne tombe pas malade, en fait. Je pratique du yoga dans une pièce chauffée, tout ça, ça protège bien mon système Ouais, ouais. immunitaire, l'alimentation, enfin bref. Je pense qu'on n'a pas été assez alerté pour comprendre et savoir ce qu'était le coronavirus. Bah, ils ont beaucoup tardé. Là, en ce moment, il y a beaucoup justement, des vidéos, en tout cas françaises, qui montrent le gouvernement qui a tardé au niveau, par exemple, des masques, tout ça, où tout le monde disait, même haut placé, non, mais il n'y aura pas de problème. On fait juste
attention, on les fait partir petit à petit, les masques. Et il montre ce qui se passe aujourd'hui. Non, on va jamais fermer les écoles, il n'y a pas de raison, c'est très minime. Et je pense que ou ils avaient peur que ça effraie tout le monde, mais ils étaient conscients du danger, ou sinon, tout le monde a été pris de court. Enfin, En même temps, avec ce qui se passe, les gens de la masse, le peuple, nous, on ne peut pas être vraiment au courant, non, bien vraiment, sûr. Ouais, de tout ce qui se passe. Sinon, et Bill Gates, pourtant, il l'avait annoncé il y a 5 ans déjà, tout ça. Ouais. Mm. Et j'avais vu, moi, à l'époque, je crois que c'était en janvier ou en Chine, ça commençait à être vraiment, vraiment compliqué. Et nous, en France, bon, on continuait normal. Et il y avait des vidéos, des conversations WhatsApp audio qui sortaient et on disait non, mais c'est du fake, tout ça, où tu entendais les gens qui disaient, c'était traduit, faites pas attention à ce que vous disent les gouvernements à l'étranger. Nous, c'est vraiment horrible ce qu'on vit. Et nous, on disait, ben, c'est bon, c'est pas grave. Ça, ouais. Enfin, bon. Et justement, toi qui as été hospitalisé au niveau des frais, parce que c'est vrai qu'on a l'image justement des frais aux États-Unis pas pris en charge, ou ça, tout de C'est suite des ça. montants. Ouais, c'est ça. Pas pris en charge. Là, il n'y a même pas. C'est samedi, j'ouvre ma boîte aux lettres, je reçois la deuxième facture qui est d'un montant de 9 600 $. La deuxième. Et j'ai fait 3 services. Donc, la troisième va arriver parce qu'il t'en envoie une par mois. Ouais. Donc, je pense que je vais terminer à peu près à 15 000 $. Mais je vais être obligée de prendre un avocat, en fait, parce que je ne vais pas payer cette somme-là. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais on ne s'en rend pas compte. Moi, en vivant ici aujourd'hui, je me rends compte à quel point la France est un pays où il y a énormément d'aide. Mais ce n'est que mon point, c'est que mon point de vue. Et on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne sort pas du pays. Ouais, c'est clair. Les Américains ici ne comprennent pas. Moi, souvent, on me demande, quand il y a eu les gilets jaunes, les Black Blocs, souvent les Américains me demandent, mais bam, pourquoi dans ce pays, vous êtes toujours dans la rue? Parce que ça ils ne comprennent pas, en fait. Eux, ils comprennent le port de l'arme. Ça, par contre, c'est un droit. Ça, ils le comprennent. Mais le fait de se rebeller tout le temps contre un gouvernement qu'on a élu, contrairement à eux, c'est vraiment différent. Eux, ils ne comprennent pas. Hein. Ils ne comprennent pas nos mentalités. Hein. Ouais, mais comme tu dis, moi j'adore voyager, donc c'est vrai que je vois comment ça se passe autre part. Hein. Et tu te dis au niveau des aides, déjà du logement, des choses comme ça, des personnes qui n'ont pas forcément de moyens, mais qui ne sont pas dans le besoin ultime, mais en tout cas on leur donne des aides. Au niveau de la santé, c'est vrai que même s'ils ont merdé, on a quand même la possibilité aujourd'hui, quand tu vas chez le médecin, contrairement j'imagine aux États-Unis, tu payes rien, tu n'as rien à sortir. On a des aides pour les personnes qui ne peuvent pas faire du télétravail, des aides d'entreprise, des aides pour les salariés où ils ont 84%. Alors oui, c'est pas 100%, mais c'est 84% du salaire. C'est énorme. C'est énorme. Moi, mon loyer ici, mon point mort, je parle comme une entreprise, une fois que j'ai payé mes factures, mon loyer, c'est 2600. Ouais. Et je suis pas, j'ai déménagé de downtown LA. Parce que voilà, de toute façon, c'est pas l'endroit où il faut être. Je me suis un peu écartée. Ouais. Mon loyer, il est à 1900 $. Hein. J'ai un one bedroom. C'est un 2 pièces. 2 pièces. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et vous, au niveau des aides, tout ça, il y a, pour des entreprises comme ça, il y a des choses qui sont prévues ou pas? Pour les entreprises, là, ils ont mis en place un espèce de chômage. Ouais. C'est un espèce de chômage. On va attendre ce que ça donne. Pour l'instant, pas de news. Il y a eu tellement de demandes en même temps que voilà. Mais moi, j'ai fait la simulation. Ça a été 244 $ par semaine. Par semaine. Okay. Donc, on verra. Et au niveau du confinement, tout ça, c'est quoi? Vous avez le droit quand même de sortir à certaines heures, tout le temps? C'est comment? Alors, il faut savoir que… Alors, j'ai parlé que de LA. Je ne vais pas parler des États-Unis parce que chaque État est le confinement est différent. Ouais. Voilà. Nous, à Los Angeles, on n'a pas besoin de papier pour sortir, tout ça. Mais il faut savoir qu'à Los Angeles, les espaces sont larges. Moi, là, je suis allée courir. Peut-être que je vais rencontrer 2 personnes et ils sont tellement bien, je mets des guillemets pour offenser personne, éduqués, que même moi, je vais voir une personne, je vais descendre sur le trottoir pour courir sur la route le temps de croiser la personne. C'est comme ça, en fait, ici. On respecte le mètre, les distances, c'est même plus d'1 mètre.
il y a tellement de place, en fait, que ta vie ne s'arrête pas complètement. Moi, là, en extérieur, il y a de la verdure. Là, si j'ouvre la porte de chez moi, il y a de la verdure, il y a une piscine, mais c'est comme ça. Enfin, c'est Los Angeles. On ne peut pas se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre quand on est ici. Vraiment. Mais on travaille énormément. Je ne sais plus c'est combien d'heures en France, mais nous, en 35 ouais, par semaine, ça a voilà, tendance à… ouais. ça ici, ça n'existe pas. C'est un Ça, part-time, quoi. franchement, oui, c'est Ouais, c'est ça. part-time. Ouais. Exact, ça n'existe pas. Donc, en fait, tu vas payer ton confort de vie, tu vas payer le soleil, mais tu vas t'arracher la tête. Tu ne peux pas vivre à Los Angeles si tu n'aimes pas travailler. Tu ne peux pas vivre à Los Angeles si ton mindset, c'est ah, moi, je fais 35 heures. Ah, moi, je clock out 35 heures. Non, il n'y a pas de ça. Tu taffes. Tu te lèves à 6 heures du mat comme tout le monde et tu taffes. Tu fais ton sport. Bon, c'est pour ça que je suis dans cette ville aussi, parce que moi, mon état d'esprit, il est comme ça. Hein. Et Mais ouais, il te permet de passer un level, j'imagine, aussi supérieur, quoi. Enfin, ça te pousse à te à dépasser, te quoi. dépasser. Tu es dans le dépassement de toi, effectivement. Et d'où l'importance de travailler ton état d'esprit. Sinon, tu fais un burn-out. Mm. Sinon, tu fais un burn-out. Il faut vraiment définir ce que tu veux dans la vie. Sinon, tu ne vis pas à LA. C'est trop, c'est speed. New York, c'est multiplié par je ne sais combien. Mais ouais, faut aimer la vie, il faut aimer le taf, il faut aimer quoi. Être dans le ne pas, don't, c'est pas possible. Tu ne peux Ouais. pas avoir ça dans ta tête. Après, bon, on ne va pas se mentir, hein, il y a des différences de… Je vais prendre l'exemple des Mexicains. Ils sont énormément touchés par le Covid. Ils sont énormément… C'est impressionnant. Hein. Tu veux dire au niveau maladie ou au niveau financier ou enfin les deux, Non, au j'imagine, mais niveau maladie, parce qu'eux vont travailler. Hein, il n'y a pas de ouais. télétravail. Ils ne parlent pas vraiment anglais, les Mexicains ici. Hein. Ils parlent, tout. Il y a les banques qui sont pour eux, la télé pour tout. Donc, c'est comme si, en fait, et puis tout est par communauté. Ouais. Il y a encore beaucoup de racisme ici, hein. Enfin, il faut le savoir. Il ne faut pas se mentir. Et tout est par communauté. Les Mexicains, ils n'ont pas été protégés comme, ou alors informés, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des quartiers entiers où c'est pas bon d'y être, quoi. Et ça, c'est pas moi, hein, ça sort pas de chapeau, c'est les chiffres qui montrent les personnes touchées, les personnes qui décèdent parce qu'ils n'ont pas d'assurance, donc ils vont pas à l'hôpital non plus. C'est ça, parce que nous, on voit des fois des nombres ou de morts ou des personnes qui sont affectées aux États-Unis, mais j'imagine que c'est aussi des personnes qui ont pris la peine, entre guillemets, d'aller à l'hôpital pour se faire recenser et tout, Tester. mais Oui. tester, mais tu as plein de personnes qui ont pas envie, ou parce qu'elles n'ont pas de papier, ou parce qu'elles n'ont pas l'argent, et qui, j'imagine que les nombres, en fait, ne sont pas vraiment Ça ne reflète représentatifs, pas la quoi. réalité. Ouais. Moi, je suis sûre qu'il y a encore plus de personnes infectées. Il y a beaucoup plus de morts également que ce qu'on voit sur le papier, quoi. Ouais. Sur les statistiques qui sont annoncées. Et au niveau j'imagine, les restaurants, tout ça, c'est fermé sur LA. Shutdown. Ouais. Mm-hmm. Ok. Ils ont prévenu, je ne sais plus si c'était 24 ou 48 heures. Ça a été progressif, mais à un moment donné, c'est boum, tout le monde. Shutdown du jour au lendemain, on a reçu des emails, des messages. Moi, je bosse pour la durée. Et voilà. Ça s'est arrêté du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain. Ils ont annoncé le 31 mars, mais tout le monde savait, parce qu'on attendait ça. Tout le monde se préparait à ça. On savait. Mais le problème, c'est qu'un pays comme les States, tu ne sais pas comment on va en sortir, parce qu'il y a tellement d'États, c'est tellement grand, les gens continuent à voyager. Il y a des gens de New York qui viennent ici alors qu'ils sont tous infectés, donc c'est un avion entier. Tu vois, c'est… Parce qu'ils peuvent encore prendre des avions et se rendre à l'autre bout d'un Bien État, sûr, par exemple. Ouais. il n'y a Ok. pas de frontière en interne. Et les voitures, c'est pareil. Ok. Tu peux prendre ta voiture, je peux aller au Texas, je peux aller en Arizona. Si je suis malade, je suis malade. Ah ouais, c'est chaud. C'est compliqué, ça va être compliqué ici hein, pour enradier tout ça. Là. Mais bon. Ouais, faut être patient, quoi. Il faut être patient, il faut être smart, il faut penser aux reconversions professionnelles, il faut penser à améliorer ses compétences, notamment sur du online, à apporter un contenu de qualité. Et ça, ce n'est pas que pour les États-Unis.
Moi, je vois, je suis dans le secteur d'activité de la remise en forme, ça fait 16 ans. Euh, Quand je vois comment ça se déroule sur les réseaux sociaux, du jour au lendemain, Ouais, c'est clair. je me dis, mais ils ne pensent pas, en fait, ils pensent à leur personne, mais ils ne pensent pas à l'après. Les gens vont avoir besoin de remplir leur frigo avant d'aller consommer des loisirs. On va être loin des 30 glorieuses. Et d'aller offrir comme ça, spontanément, des cours en non-stop, une habitude, ça se construit en 90 jours. On va être confiné bien plus de 90 jours. Les gens ne vont pas retourner dans les salles de sport. Donc, tous ces entrepreneurs-là, ils vont devenir quoi sur le marché? Et ça, ils n'y pensent pas maintenant. Ouais. De toute façon, ça La va plupart, tellement modifier tout. On voit là, au niveau des écoles, il y a beaucoup de cours en ligne. Enfin, Internet, ça va être quelque chose de. Enfin, ça va bouleverser, ça va passer à un niveau supérieur. ouais. Ça va être affolant, quoi. C'est. Mais en même temps, ce qui est inquiétant, c'est d'un point de vue social, Ouais. tu te dis comment les gens vont se rencontrer. Parce Mm. que parce qu'il y aura un impact psychologique sur tout ça. On ne Ah, va mais pas c'est se sûr. mentir. Nous, on voit déjà des personnes, I'm sorry, like, t'es trop près de moi déjà, tu vois. Mm. Quand tu as des réactions comme celle-ci, alors que la personne a un masque, des gants, tu te demandes ce qui va se passer après. Bah, même nous, hein, en France, où tu sais, tu connais, tu as l'habitude de faire la bise, tout ça. Je pense que ça va calmer beaucoup et pendant un long moment, quoi. Ça Exactement, va beaucoup changer les choses, hein. exactement. Ça Enfin va bon, être, euh, ça va être quelque chose. Mais non, les États-Unis, c'est particulier parce que finalement, c'est plusieurs pays dans un pays. bah, on voit au niveau des votes, tout ça, nous, on a du mal à comprendre. Dès qu'il y a des Des grands représentantes, enfin électeurs des et élections, ouais, ouais, c'est ça. C'est un petit peu du ouais, mal, tu essaies de suivre, et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi il y avait plus de votes pour un tel, pourquoi il a perdu? Enfin, tu comprends rien. exactement, exactement. Non, c'est vraiment le fonctionnement est vraiment différent. Il y a un gros gap, il y a un fossé entre les deux cultures, entre leur histoire aussi. C'est jeune, les États-Unis. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc voilà quoi. Mais c'est quand même un pays qui m'a toujours attiré. Bah écoute, ouais, justement, on va fermer cette petite aparté du Corona et parler justement de ton parcours. Comme je disais au tout début, il est assez impressionnant. Et bah, d'ailleurs, si tu peux, ce sera plus simple si tu peux te présenter, savoir d'où tu viens, ce que tu as fait, etc. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, bon, je m'appelle Bam, déjà, je ne sais pas si on l'a dit. Là, je vais sur mes 39 ans. Ça fait 3 ans que je suis aux États-Unis. Et en fait, alors mon parcours, clairement, moi, je suis une enfant d'immigrés d'origine du Mali. Mon nom de famille, c'est Koulibaly, n'est-ce pas? Et quand on a eu les gros soucis à l'hypercachère, moi, j'étais dans le même arrondissement Wow, ok. ça a été compliqué. Ça m'a fatiguée. Vraiment, ça m'a fatiguée. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai quitté la France. C'est parce que quand on est rentré dans cette période je vais rappeler des souvenirs qui sont pas bons, mais l'hypercachère, Charlie Hebdo, tout ça. Mhm. Moi, j'étais en plein cœur de tout ça et je me disais, où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Et ça a motivé également mon départ. En fait, pour faire très court, j'ai toujours été dans le sport depuis toute petite. J'ai grandi à Bobigny, dans le 93, dans le Ok. 9-3. Mais j'avais une partie de ma famille qui était dans Paris et ça a toujours été mon rêve, Paris. C'est vraiment ça. Paris intramuros, ça a toujours été mon rêve. Mes parents m'ont mis en école privée catho et, euh, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'étais pas contente d'y être au début. En plus, il y avait que des filles, mais en fait, j'ai eu les meilleurs outils et les meilleures armes de ma vie. Vraiment, je remercie mes parents. On est une famille nombreuse, on est 6 enfants, mais d'avoir eu cette intelligence de m'avoir mise dans cette école, parce que derrière, j'ai eu des clés. Voilà, quand j'étais à la fac des sports, j'ai ma maîtrise en STAPS, j'ai fait un double cursus derrière sciences de l'éduc et psycho en parallèle de tout ça. Et j'ai toujours joué au basketball. Et ce Ok. qui m'a permis, en fait, de jouer à haut niveau. Et à 18 ans, je suis partie de chez mes parents. Ils m'ont dit, OK, tu pars, mais nous, ce qu'on veut, c'est que tu continues tes études. Parce que voilà, enfant d'ouvrier, il faut avoir un diplôme pour faire quelque chose. Mon père, c'était fonctionnaire. Ma mère, c'était non, tu ouvres ta boîte. Voilà, j'ai eu les Les deux deux choses visions, chez quoi. moi. Ah ouais, vraiment. Mais vraiment, ma mère, la femme combative, déterminée, dans la résilience, j'ai jamais vu. Celle qui m'inspire le plus. Si on me demande les choses qui m'inspirent le plus dans la vie, c'est ma mère. C'est vraiment l'être humain.
et cette capacité de résilience, la communication également. C'est les 3 choses qui m'inspirent au quotidien. C'est ce qui me permet de me lever et de me dire tu vas faire des belles choses pour toi et pour les autres dans la vie. Donc, pour revenir à mon enfance et à mon éducation et aux gens que j'ai croisés dans ma vie, derrière STAPS, tout ça, et le basket également m'a apporté énormément de valeurs, d'état d'esprit collectif, d'ambition, de stratégie, de performance. Ouais, tout ça, ça t'a Et forgé. ça m'a forgé. Ouais. J'ai vraiment retourné en arrière. C'est juste un plaisir pour moi à chaque fois que je fais une rétrospection parce que je trouve que j'ai eu les bonnes clés en fait tout le temps. Et c'est ce qui a fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Et j'en suis très, très reconnaissante. Et tout ça pour dire que du coup, j'ai voyagé en France. J'ai fait ma première année, j'étais à Bobigny en STAPS, à la fac des sports. Et puis après, j'étais à Villeneuve d'Ascq. Ensuite, il fallait toujours une fac des sports et un club à haut niveau. Ensuite, j'ai été à Montpellier et je suis revenue à Paris. Pour ma maîtrise, je suis revenue à Paris. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as plus envie d'être prof de PS. Mais plus du tout, quoi. Moi, je n'avais pas fait autant d'études pour dire aux mecs, taper dans un ballon et les nanas, oh non, j'ai pas envie. Toute l'année, j'ai pas envie. Et je suis atterrie dans une salle de sport. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Ah ouais, non, mais là, je suis devenue folle. C'est ce que je veux faire. Emmener des gens à un objectif précis parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Moi, le pourquoi, c'est essentiel dans la vie. Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu ne sais pas où tu vas. C'est mon point de vue à moi. Ouais, il n'y a rien de motivant à ça, quoi. Mais c'est clair. Et pour le coup, j'ai passé mon diplôme, j'ai eu mon brevet d'état des métiers de la forme, et je suis devenue coach, prof dans les cours co. Et très rapidement, au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à avoir un poste à responsabilité, jusqu'à être, à devenir associée. J'ai ouvert ma boîte à Opéra sur Paris. Ça a été cool, mais compliqué, les immeubles, en procès avec la BNP. Et là, je me suis dit, moi, je stoppe, j'arrête. Au moment où je me dis ça, Et ça, entre-temps, j'avais fait… excuse-moi, tu avais quel âge là quand justement tu as décidé de t'associer et créer ça? Alors, c'était en 2014. Je suis née en 81. Fais les calculs, moi, je suis littéraire et pas scientifique. En 2014, tu avais 33 ans? Ouais, ça doit être ça. C'est ça, ouais. Ça doit être ça. Okay. Ouais, ça, voilà. 33. Bon, avant, je suis rentrée dans la remise en forme, c'était en 2004-2005. Et entre-temps, je suis venue aux États-Unis faire une formation de hot yoga, le yoga à le Bikram, du yoga chauffé dans la chaleur. Et on me propose un job au Texas. Et là, mon ancien boss, qui m'avait permis de faire cette formation de 3 mois, me dit non, viens, rentre, je m'associe avec toi, on fait quelque chose ici. Donc, ça faisait déjà une dizaine d'années, ça faisait déjà très longtemps que je travaillais pour, enfin, moins d'une dizaine d'années, mais je travaillais pour lui depuis longtemps. J'étais directrice de ces salles de sport, donc voilà, il savait, c'est lui qui m'avait forgé quelque part. Et au final, on a ouvert cette boîte qui n'a pas fonctionné, on a arrêté. Et là, je bosse dans des salles parisiennes qui s'appellent Dynamo Cycling. Bref, peu importe, toujours dans la remise en forme. Aujourd'hui, ils ont soulevé je ne sais pas combien de millions d'euros. Ils ont ouvert plusieurs structures. Et là, il revient, il me dit, écoute, j'ai besoin de tes diplômes, j'ai besoin de tes compétences, je dois monter un visa, je pars avec ma famille aux États-Unis et je veux t'emmener. Mais je lui dis, t'es malade? J'ai mon appart, j'ai mon chéri, j'ai un job que j'adore, je gagne très bien ma vie pour mon âge. J'avais déjà acheté appartement, acheté, revendu, plus-value, c'était ma deuxième culbute. Je lui dis non. Il revient à la charge et tout. Et je lui dis, mais non, j'ai pas envie. Il me dit, bon, écoute, un avocat va t'appeler. Est-ce que je peux prendre tes diplômes pour monter le dossier? Parce que tu es la seule à avoir les compétences pour monter ma boîte aux États-Unis. Je lui dis, il n'y a pas de problème. 3 mois après, un avocat m'appelle de Los Angeles et il me dit, en anglais, je dois vous préparer pour une interview, votre dossier est monté. Après, je dis, is that a joke? C'est une plaisanterie ou il me dit pas du tout et tout. Il me cite mon boss mon associé de l'époque et je lui dis ok, why not? Et là il me prépare et tout. Il me dit bon ben voilà, vous allez recevoir j'ai oublié comment on dit, le rendez-vous pour l'interview. Je vais à l'interview, il me demande mon passeport. Au bout de 3 minutes, ils me disent that's okay, welcome. Je lui dis welcome. Et il me garde mon passeport. Et là, à l'ambassade, je dis non. Moi, je repars avec mon passeport. Il me dit non, vous inquiétez pas, vous allez recevoir avec un visa de 5 ans pour les États-Unis. Là, je commence à trembler et tout.
Je rentre Toi, chez à ce moi, moment-là, j'appelle tu n'avais pas du tout envie de te barrer. Toi, c'était, pas du tout. Je tu venais fais ça d'avoir pour un nouvel l'aider, appartement. mais Mais non, moi, j'étais bien ancrée. Et puis, j'adore Paris. N'oublie pas, c'était mon rêve, Paris. J'ai eu Paris en 2000, je sais plus, 6, quand j'ai acheté mon premier appartement dans le 12e. Et je dis non, hors de question. Et puis là, j'appelle mon copain et je lui dis, j'ai un visa de 5 ans. Et il me dit, OK, super. Et je vois sa réaction, ça ne matche pas avec la Mhm. mienne. Bon, je pense qu'il avait dû comprendre. En 3 semaines, j'ai tout quitté. Et je lui ai dit, je m'en vais. J'ai lâché mon appart, j'ai lâché mon job et je suis arrivée à San Diego. Et j'ai pris le visa qui était valable jusqu'en 2022, 2017-2022. Je lui ai dit oui à la fin, je ne pouvais pas. Je lui ai dit oui, quand tu ouvres ton passeport, il y a un visa violet qui te dit que tu peux rester et vivre aux États-Unis jusqu'en 2022. Tu te sens Ben, à obligé, quoi. 36 ans, j'ai réfléchi parce que j'avais un fort ancrage en France et que je me développais très, très bien. Mais là, je me suis dit, écoute, même si tu ne prends pas ce challenge de vie, tu vas te regretter toute ta vie. Tu vas te marier, faire tes enfants, le process normal. Et j'ai tout lâché. Et je suis repartie à zéro. Et je suis venue ici, sauf que moi, je suis une grande malade. Je suis venue ici, j'ai monté sa boîte, j'ai formé les gens. Mon anglais n'était pas bon, hein. J'ai Ouais. formé les gens, on a monté la boîte, le marketing, la communication, tout ça. Et au bout de 10 mois, je lui dis, écoute, ta structure, elle est trop petite. Moi, je me fais chier, quoi. Ta structure est trop petite. Je Et travaille là, dans une grosse à salle ce de sport. moment-là, là, quand au bout de ces 10 mois, tu avais retrouvé, je veux dire, un confort entre guillemets de vie où tu avais de l'argent qui Oui, rentrait et tout, ouais. 6 000 $ par mois, sans compter le petit à côté. Euh, J'avais tout de pris en charge, mon assurance, la voiture, l'appartement. J'étais très, très, Ok. très, très bien. De toute façon, tu n'expatries pas quelqu'un comme ça pour quelques copecs. Ce n'est pas Ouais, bien sûr. possible. Ouais. Il y a un déracinement qui est fait, c'est dur. Il y a une langue, il y a une culture qui est différente. L'expatriation, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. D'ailleurs, j'ai eu un très beau dérèglement de l'appareil digestif qui est lié au cerveau. Mm. Et tout ça, c'est un lien. Mais gros aparté. Pour le coup, je m'en vais. Je lui dis, écoute, moi, je m'en vais. Et là, je tombe à 0 $. Et j'arrive à Los Angeles. Je prends les derniers petits dollars qui me restent et j'arrive à Los Angeles parce que je me dis, non, ma vie, elle n'est pas à San Diego. C'est magnifique, hein. Mais ce n'est pas pour moi. C'est trop calme et tout. Et j'arrive ici. J'avais monté mon petit marketing de réseau en parallèle de ça. Et c'est ce qui m'a permis de tenir. Donc, j'avais toujours mon visa jusqu'en 2022. Mais je n'avais pas le droit de travailler sur le territoire américain. J'avais le droit de travailler juste pour la compagnie qui m'avait emmenée. Donc, j'ai eu de la chance parce qu'il m'a permis en fait de continuer à travailler à distance pour lui. Donc, j'avais quand même un petit revenu, mais pas assez pour subvenir à tous mes besoins. Ouais. Pas assez. Donc j'ai continué, j'ai bossé, j'ai fait mes coachings, j'ai fait voilà ce que je faisais online. Je donne beaucoup de cours de français parce que je suis philosophe à la base, c'est pas du tout scientifique. Et pour le coup, j'ai réussi à tenir. Et un jour, je rencontre quelqu'un, pur hasard, hein, pur hasard, dans un studio de yoga. Et là, au bout de quelques temps, il me dit, écoute, j'ai pas envie que tu rentres en France, je veux que tu restes avec moi, tout ça, blablabla. Parce Et que on là, se le marie. but, c'était, à ce moment-là, tu avais l'idée potentielle de rentrer en France. Je voulais pas profondément, mais oui, Ouais. retrouver ma vie, mon bon salaire. Oui, ça c'était il y a un an un an et demi. En juin, ça fera 3 ans que je suis là. Ok. Donc oui, je savais pas. Je me disais bon, écoute, bam, il n'y a pas la guerre dans ton pays. Hein. On n'est pas au Kosovo ou quoi. Non, c'est Donc clair. rentre. Et lui, il me tombe dessus et je dis non, non, moi je ne me marie pas sans ma famille. Et je lui dis non. Et je lui dis non. Moi, je dis toujours non d'abord. Et je lui dis non. Et finalement, on se marie. Et finalement, je lui fais la gueule parce que je lui dis attends, tu me dis de faire le dossier de ma green card. Maintenant, je suis bloquée sur le territoire américain alors que mon visa il était valable jusqu'en 2022. Bon, bref, j'ai ma green card en 6 mois, ce qui est juste extraordinaire. En 6 mois. Et je finis là et je fais toujours mon marketing de réseau. Donc, je travaille avec des entrepreneurs sur la France. En même temps, je passe des auditions pour une énorme boîte américaine ici qui s'appelle Soul Cycle, Ok. Et qui fait où je suis quoi? prise. C'est des cours de cycling, en fait, qui durent 45 minutes Ok. dans une salle dans le noir avec des bougies. C'est beaucoup de développement personnel. Et je suis prise. Et je me dis, c'est pas possible. Et je vais être la première Française. Bon, après, il y a ça qui est tombé, le corona. Mais ils sont en train de se développer partout en Europe. Ils sont déjà à Londres, ils sont vers au Canada.
Et je me dis, mais non, c'est what the fuck, I'm sorry. Mais Et ça, c'est pas c'est possible. eux, en fait, ils ouvrent des salles, c'est ça? Ou c'est des programmes, c'est quoi? C'est des Eux, salles en dur? ce sont des studios d'indoor cycling. Alors, Ok, il faut savoir que nos clients, c'est David Beckham, c'est Oprah Winfrey, c'est Beyoncé, on a qui? On a tous les acteurs. Enfin, Soul Cycle, c'est quelque chose de très connu aux États-Unis. ok, très haut de C'est gamme. très haut de gamme. Ça appartient à Equinox maintenant. Ok. Je ne sais pas si tu connais. C'est des Si, salles de si. sport. Ça, c'est là. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est la même boîte avec Yoga Bar et très connu. Et le studio où je bossais avant a imité en fait Soul Cycle dans tout le concept. Ok. Dynamo Cycling sur Paris. Mais pour revenir à San Diego, à quel moment, qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire, bah, j'ai déjà quitté il n'y a même pas un an Paris pour revenir à zéro à San Diego. San Diego, je repars de zéro, je monte quelque chose bah, Mm. d'assez prenant et je reprends entre guillemets une sorte de confiance au niveau de l'argent parce que quand tu repars à zéro comme ça, j'imagine que des fois il va y avoir des remises en question, tu ne te sens pas forcément hyper bien tout le temps. Et de te dire, bah, dis-moi, ça a été bien, j'ai ce que je veux, bah, maintenant je retourne, je lâche tout et je repars à zéro. Qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire, je quitte non seulement ce que j'ai, je quitte mon salaire, je quitte la ville et je vais à LA. Je ne sais pas si tu connaissais déjà LA avant, mais Je connaissais parce que j'avais fait mon training de 3 mois. ouais, mais sinon, J'étais ouais, venue c'est 2 fois auparavant. Mais alors, le déclic, ça a été le simple fait que je n'étais pas dans mon alignement. J'étais pas sur Paris. Moi, j'ai une polyvalence où je vais enseigner, je vais éduquer, je vais donner des cours, je vais manager. J'ai toujours eu plein de casquettes et en venant aux États-Unis, on m'a mis une seule casquette, celle de management d'un petit studio, alors que j'avais une grosse salle de remise en forme avec 4500 clients, une équipe de 30 coachs à gérer. Le déclic a été que je n'étais pas heureuse. Voilà. Et pour moi, l'épanouissement perso et pro, c'est super important. Tu ne peux pas te lever tous les matins et te dire, je n'ai pas envie d'y aller. Et ça ne me correspondait absolument plus. Une casquette, c'est pas pour moi. Moi, j'aime penser, j'aime bouger et j'aime transmettre. Ça, c'est bam. Si tu m'enlèves une de ces casquettes, tu m'enlèves mes libertés, en fait. Et le déclic a été de me dire, écoute, meuf, c'est pas la première fois que tu vas tomber, c'est pas la dernière fois non plus. Et tout ce qui t'arrive dans la vie, il y a une raison. Donc, prends-toi en main, prends-toi en charge, prends le risque. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Tu perds, tu rentres. Moi, sur mon appart à Paris, j'ai toujours la possibilité de rentrer. Toujours. Et ça, c'est une chance incroyable. Et franchement, pardon, dans quelques temps, je vais avoir la citizen, ouais, la double la nationalité. nationalité, la nationalité. Et je serai toujours reconnaissante d'avoir la nationalité française. Mais toujours, toujours. Moi, dans mes cours ici, je parle en français parce que je leur dis, je suis juste super fière d'être née dans ce pays, enfant d'immigrés. Et moi-même, j'ai immigré dans votre pays. Mais ces racines-là, je ne peux pas les perdre. Ma langue, elle est trop baisse. On mange, enfin, voilà. J'ai beaucoup de respect et d'honneur pour notre pays. Ça c'est quelque chose Non, c'est de top à dingue. entendre, c'est bien. Ah bah, franchement, le contraire a été difficile pour moi. Et le déclic, voilà, ça a été ça. Ça a été ça, de prendre un risque et de me challenger. Et tu avais à ce moment-là, une fois que tu étais parti, tu avais déjà en amont réfléchi à ce que tu voulais faire, créer, ou c'était genre, allez, on quitte le navire et puis on va apprendre à nager, on va apprendre à récupérer un autre navire après. Les réseaux sociaux. Alors, moi, je n'ai jamais changé de secteur d'activité depuis que je bosse. Ça Ok, fait 16 ans. Enfin, avant, c'était des petits boulots, mais ça fait 16 ans que je suis dans la remise en forme. Et c'est un secteur qui est tellement large que je ne le quitterai jamais. Jamais. Même aujourd'hui, tout ce que j'apporte en développement personnel, ça va être pour les gens principalement qui sont dans la remise en forme et qui ont le déclic de se dire qu'on a besoin de prendre soin de soi. Ce qui signifie que grâce à mes réseaux sociaux, pourtant j'ai une toute petite communauté, mais qui est réelle. Et en fait, j'avais des propositions d'emploi ici. On me proposait déjà de bosser ici. On me proposait, je bosse pour une star américaine que je ne peux pas citer, mais ça fait 2 ans maintenant que je bosse avec sa fille sur du français. Elle parle comme une Parisienne. Elle parle comme une Parisienne aujourd'hui, mais ça m'a ouvert des portes qui sont incroyables. Et c'est en ça
où en France, je trouve que c'est un peu restreint, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des opportunités. Le changement en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et pourtant, nous, on aime notre ancrage et on aime ne pas bouger les lignes. Mais quand tu t'ouvres aux opportunités, tu ne sais jamais ce que tu peux trouver derrière. Jamais. Et j'ai eu cette chance-là, en fait. Donc, j'avais 2-3 contacts qui m'ont permis, en fait, de réaliser des choses qui étaient juste… même moi, quand je regarde en arrière, je me dis, mais comment tu as fait? Il y a des moments, c'était dur. Hein. Mais même dans les moments les plus sombres ici, j'avais toujours cette… c'est plus qu'une lueur d'espoir. Je voyais toujours de la lumière, tout le temps. Non-stop, je voyais de la lumière. Tout le temps. Ça, c'était… Cet état d'esprit, alors vu ton parcours, même à Paris, de vouloir entreprendre, j'imagine que ce côté motivation, tu ne l'as pas eu forcément qu'aux États-Unis, tu l'avais déjà bien avant. Et comment tu t'es créé ça? C'était naturellement avec le sport, avec, comme on disait au début, le fait d'avoir fait du basket, ça t'a forgé dans tel ou tel domaine, ou tu avais déjà des sortes de mentors, des gens, des choses que tu disais, des personnes que tu écoutais et qui t'inspiraient? Ta famille? Honnêtement, je pense que l'environnement, la motivation, j'ai un bouquin là qui s'appelle Willpower Doesn't Work. Ton engagement, ta détermination, parce que je pense que l'environnement fait la différence dans une vie. Si on prend 2 enfants, pourquoi moi je vais être originaire du Mali, des parents immigrés, 9-3, hein, 9-3 bébés là, comme ils disent, et qu'est-ce qui va faire la différence entre nous deux en fait? De mon point de vue, c'est l'environnement. C'est un facteur qui est essentiel. Ah ouais, c'est clair. L'amour, l'éducation et les rencontres que tu vas faire sur ta vie. Moi, ma mère, vraiment, hein, j'aime mon père profondément. Mais ma mère, c'est une source d'inspiration qui est inimaginable. Si ça avait été mon père, je pense qu'on serait resté dans les cités et il aurait dit à ma mère, oui, on fait de l'argent, mais bon, on vit au jour le jour. Elle a tout de suite compris. En venant en France, ils sont arrivés, ils avaient 17-20 ans. Ouais, que c'était une opportunité et qu'il ne fallait pas la lâcher. Quoi. On ne va pas vivre dans les tours. Donc, il faut bouger. Ils sont restés dans 93, mais il ne faut pas rester là. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est cet état d'esprit. Un jour, je me souviendrai toute ma vie de ce que ma mère m'a dit. J'avais 7 ans. 7 ans, j'étais en CE1. Je ramène une super bonne note dans mon cahier et je lui dis, oui, j'ai eu un bon point ou je ne sais pas quoi. Et elle était dans la cuisine. L'image, elle est tellement fraîche. Mais je garderai ça toute ma vie. Elle m'a dit, ouais, c'est bien, tu as eu 10 sur 10, mais tu penses que tu fais ça pour moi? Elle m'a dit, ma fille, écoute-moi, tout ce que tu vas faire dans la vie, c'est pour toi. Fais-le pour toi. Je suis contente pour toi, mais avant tout, et toute ma vie, c'est resté ancré dans ma tête. Toute ma vie. Quand tu fais quelque chose, tu le fais pour toi ouais. Et ensuite, tu apportes quelque chose aux autres. Et j'ai eu ça toute ma vie, en fait. Au basket, les stratégies. Il faut être stratège. On veut la victoire. Do your best. Donne le meilleur pour ne pas avoir de regret. Si tu perds, ce n'est pas grave. Si tu perds, tu te relèves. Combien de fois tu es prête à te relever pour pouvoir réenclencher, mais avec une stratégie? Et tu ne pars jamais de zéro. Tu pars avec ton expérience derrière toi. Ouais, et puis même les échecs, tout ça, ça t'apprend de toute façon des choses. Tellement. Ouais, c'est clair. Tellement. Mais voilà, c'est ça. C'est l'environnement, je pense. Et moi, j'ai un petit peu, comme tu dis, mes 2 parents qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a mon papa qui est entrepreneur, ma mère qui est plus à faire attention et qui était une ancienne prof d'anglais. Et justement, je pense que ça doit rejoindre un peu ce que tu dis, où tu as tes 2 visions. Et moi, je vois ça vraiment comme une force d'avoir tout le monde n'a pas forcément des parents qui sont aussi différents. Et te dire, bah, en fait, tu en as un des 2 qui est fonceur, qui genre limite trop fonceur peut-être. Et d'un autre côté, bah, d'avoir ces 50-50, te dire, bon, bah, ok, je fonce. Par contre, j'oublie pas que des fois, il faut temporiser, il faut faire attention. Exactement. Pas foncer tête baissée parce que des fois, tu peux te brûler. Quoi. Donc, je trouve que d'avoir des parents comme ça qui t'apportent chacun leurs choses, chacun a des défauts, chacun a des qualités, pas se baser que sur les défauts d'un tel et que sur les qualités de l'autre, mais mixer les deux. Et je pense que ça fait une personne au final vachement équilibrée et comme toi. Donc, je sais pas, mais je suis d'accord avec toi parce que pour moi, c'est comme le yin et le yang. 50-50. Il faut un leader et il faut quelqu'un qui va freiner un petit peu. Enfin, un leader. Un fonceur, pas un leader, pardon. Mais il faut, voilà.
tout le temps. Et des fois, te dire, non, mais là, on y go. Il faut les deux, je pense. Saupoudrer d'amour, ça peut donner des adultes pas mal, en équilibre. Je pense aussi. Et justement, quand tu as décidé de partir, comment ils l'ont pris? Est-ce qu'ils ont essayé de te freiner? Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce que toi, déjà, le fait de partir loin de ta famille comme ça a été difficile? Oui, parce qu'on est très famille. Alors, je suis partie à 18 ans, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, j'étais déjà partie, puis je suis partie en province. Je suis partie, j'étais dans mon indépendance très rapidement. Moi, j'étais folle. Hein. Juillet, mon birthday, c'était un an après. Un an après, je leur disais, bon, je suis recrutée dans un club de haut niveau, je m'en vais. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Je suis partie, en fait. C'est juste ça. Et les États-Unis, c'était la même chose. Je ne demande pas l'approbation. Moi, c'est ma décision, c'est ma vie. En revanche, ils m'ont donné des valeurs. Donc, ils savent que la famille, c'est une valeur qui est très forte et ancrée pour moi. Je serai toujours là. Et aujourd'hui, ma mère, quand c'était difficile avec le Covid, je lui ai dit, maman, attends, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Juste un job, est-ce que ça va suffire? Elle me dit, ta vie, elle est là-bas. Tu es devenue une meilleure personne en étant là-bas. Tu restes là-bas. Il y a 9 heures de décalage. Ça fait 2 années que je n'ai pas fait Noël avec eux. 2 ans que je n'ai pas fait Noël avec eux. Parce que première année, une process de green card, je ne pouvais pas sortir. Et deuxième année, je ne sais plus pourquoi cette année, je n'ai pas pu non plus. Bref, 2 années, ce qui est ouf pour nous. Parce que c'est le seul moment de l'année où on se retrouve tous. Ouais. Les 6 enfants, et puis se rapporter la famille, quoi. Et en fait, non, ma mère m'a toujours poussé. Mon père, ça a toujours été, mais pourquoi? Lui, c'est voilà. Mais pourquoi le fonctionnaire carré et tout? Ma mère, plus, ouais. Ma mère, non, go for it. Elle me dit même, ma mère, on s'est trompé de pays d'immigration. On va tout refaire. On rembobine, on se barre là-bas. Elle est trop dingue, celle-ci. Moi, je tiens ma folie, elle vient d'elle. Elle vient clairement d'elle. Mais non, j'ai toujours une famille qui m'a beaucoup soutenue. Mes frères et sœurs, c'était pareil. Vas-y, c'est top. On pourra envoyer mes neveux plus tard. On ne sait jamais s'ils veulent faire des études aux États-Unis. Au moins, on a une porte ouverte. Nous, notre famille, c'est très comme ça. J'ai une sœur qui vit en Allemagne, une en Angleterre et moi maintenant aux States. Les 3 autres sont en France. Et parce que ma mère a toujours voyagé. Top. Pardon? Ouais, vous êtes un petit peu éparpillés, c'est top de garder le contact. Aujourd'hui, on a des outils comme Internet, comme ce qu'on fait là, qui permettent de quand même d'être proche, quoi. C'est vrai. Et au niveau de tes succès, échecs, qu'est-ce que tu en tires? J'imagine que ça n'a pas été facile tous les jours, loin de là, j'imagine. Donc, qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Ouais. Ce que j'en tire surtout, alors moi, les échecs sont plus importants que la réussite en elle-même. Pourquoi? Parce que je trouve que ce qui est beau à admirer dans la vie, c'est pas la réussite. Quelqu'un qui arrive au top, c'est beau, c'est bien, c'est magique, bravo. Mais comment? Et c'est là où ça devient intéressant d'analyser ça. Et c'est vrai que les échecs, pour moi, aujourd'hui, j'en ai plus peur. Moi, j'ai pas peur de tomber. Hein. Je suis prête à me relever 20 fois. Parce que quand tu arrives à passer, j'allais dire through, au travers, quand tu arrives à passer au travers, mais tu ressors en fait 10 fois plus puissant que la période d'avant. Et finalement, l'échec, il appartient à la réussite. Et finalement, de tomber, c'est une façon d'apprendre à mieux faire. Ouais, suffit juste de pas. C'est vrai que chez nous, aux États-Unis, je pense que ça doit être un petit peu différent, mais en France, on a tendance à dire que échec, c'est négatif, c'est un mot un peu mauvais. Mais en fait, c'est juste un état d'esprit. Si tu dis qu'échec, pourquoi pas, ça voudrait dire positif, remplacer les deux, refaire un reverse et dire que échec, en fait, ça veut dire positif. Plus, exactement. Ouais. Et je vais te dire quelque chose. Les États-Unis, c'est un pays qui a été basé sur l'histoire. Eux, de toute façon, les gens se construisent grâce à leur histoire. Plus tu as eu des échecs dans ce pays, plus tu es tombé, plus en fait, ton ascension, elle va être fulgurante parce que c'est ce qu'ils aiment, les Américains. Ils aiment savoir qu'on peut donner de l'espoir. D'un échec, tu peux arriver à la réussite. Ouais, d'avoir entre guillemets du goût, parce qu'une personne, c'est un peu comme un héros dans un film. Quelqu'un qui est trop parfait, quelqu'un qui réussit tout, il n'a pas de goût, quoi. T'as pas. Flavor. Voilà, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Et
Et mes échecs, des échecs, j'arrive même pas à te dire que ce sont des échecs en fait. Ouais, t'arrives même pas à les voir comme si c'était quelque chose de négatif. Non, Bah, ça, quand t'arrives à un niveau comme ça, je pense que tu peux tout faire en fait. je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est que je n'arrive pas, peut-être parce que le mot, sorry, c'est péjoratif dans nos têtes en tant que Français, mais failure, en anglais, c'est juste une marche, quoi. C'est une marche qui t'emmène au succès et à la réussite. Mais vraiment, ne pas pouvoir manger, ça m'est arrivé ici, hein. Quand je suis tombée vraiment bas, pendant 2 jours, ne pas pouvoir aller mettre de l'essence parce que j'attendais des transferts d'argent, patati patata, je l'ai vécu. Donc, avoir de l'empathie pour des gens, moi, quand je donne un cours aujourd'hui, je vais penser en fait à tout ça, à tout ce que j'ai vécu parce que je sais que les personnes qui vont être dans mon cours, elles sont en train de vivre des choses différentes. Quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a une personne qui a une maladie. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as cette capacité-là de ressentir les choses quand tu Tu as du bagage, ouais, ça te fortifie. Exactement. J'avais vu, alors ça a en même temps rien à voir, mais je regardais une ancienne émission de Capital au sujet des piscines, tu sais, faites en bois là. Ouais. Et il y en avait énormément ils faisaient un parallèle entre celles qui fonctionnaient et celles qui ne fonctionnaient pas. Et ils montraient en fait celles qui fonctionnent, c'est celles qui sont faites avec du pain qui a été découpé dans le nord, style Norvège, Suède, parce que les rainures, enfin, la croissance a été beaucoup plus lente du pain, mais en fait, la densité du bois est beaucoup plus importante. Mais l'inconvénient, c'est que ça met plus de temps à pousser et du coup, ça coûte plus cher. Mais il y en avait d'autres qui cassaient les prix en faisant du foie divisé par 3, 4. Et le bois était visuellement, on avait l'impression que c'était pareil, mais en fait, le pin avait poussé beaucoup plus vite, il était moins fort. Et en fait, visuellement, au début, quand tu poses ta piscine, tu as l'impression que c'est normal, mais en fait, avec le temps, bah, ça pète. Donc en fait, c'est un peu imagé, mais dans le sens, si tu as envie de devenir fort, bah, il faut que tu prennes le temps, il faut que il faut prendre le temps, la patience. c'est ça. Pas Exactement. vouloir aller trop vite parce que sinon, tu risques de te cramer et te casser, quoi, si on reprend l'image de la piscine. Exactement ça, la patience. Et vraiment, il faut travailler cette capacité à gérer ses peurs. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir peur, je n'ai pas envie de dire ça, mais à les gérer. À les accepter. Ouais. Ah ouais, complètement. Vraiment. Sinon, sinon tu craques. Enfin, tu fais rien, sinon tu fais rien également. Mais pour reprendre sur ça, moi, par exemple, j'ai investi dans l'immobilier et j'ai eu la chance je sais pas, il y a peut-être 4 ans d'investir dans un premier appart où tout s'est bien passé, toujours le même locataire, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah attends, moi j'avais l'image d'avoir peut-être une centaine d'apparts tu vois des vidéos comme ça, ouais, j'ai 100 apparts en 3 ans, tu te dis, putain, moi je veux avoir la même vie, moi je veux pareil. Donc je me suis dit, putain, le premier, c'était ultra simple. 6 mois après, j'en achète un autre. J'attends même pas d'avoir la validation, j'en rachète un autre. Et en fait, j'avais toujours cet objectif d'avoir 100 apparts assez rapidement, tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai commencé à avoir un problème sur un de ces 3 apparts-là. Et en fait, je me suis dit, putain, en fait, non, je vais trop vite. Je vais trop vite. Et c'est moi qui est dans mon idée. Et j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un au-dessus m'avait dit, bah attends, bah ok, tu as envie d'avoir 100 apparts, bah je vais te tacler un petit peu, je vais te mettre des petits trucs et on va voir si tu arrives déjà à gérer ça, tu vois. Et moi, j'étais lancé déjà dans des prévisions d'en acheter déjà beaucoup plus dans l'année. Et en fait, ça m'a permis de me calmer et je me dis, mais en fait, heureusement que les échecs que j'ai eus qui m'ont fait perdre de l'argent, ils me sont arrivés là. Parce que si j'en avais acheté beaucoup plus et soi-disant avoir la vie facile, machin, mais ça aurait été un enfer et j'aurais pu finir n'importe comment. Donc, ça reprend dans le sens où il faut, selon moi, ne pas aller trop vite et à chaque fois attendre qu'on te challenge un petit peu. Et ça va te former. Les problèmes que j'ai eu là, maintenant, je ne les ferai plus. Quand j'en achèterai, par exemple, des lots plus importants, bah, je saurai les gérer plutôt que d'avoir tête baissée, pas faire attention et de me retrouver à la rue parce que j'ai fait des conneries. Je suis tout à fait d'accord avec toi. 300, elle est très. Ouais, j'aime bien tes deux images. Enfin, là, c'est ta vraie vie, mais entre le pain et ça, ouais, c'est exactement ça, en fait. Hein.
Et une fois Prendre que tu son as vu temps, ça, c'est vrai que construire. tu te dis, mais en fait, c'est l'échec dont on parle, bah, en fait, c'est juste un truc où on t'a challengé en te disant, bon, tu es sur la bonne route, tu veux avoir ce plus gros, il n'y a pas de problème, mais juste comme tu parlais au niveau de l'escalier, tu vas monter un pas, une step by step, une marche à la marche. Sinon, Ouais. si tu prends l'ascenseur, là-haut, tu vas te faire tacler. Donc, prends l'ascenseur, prends l'escalier, vas-y petit à Et petit. Tu vas construire des fondations. t'essouffler, tu vas te fatiguer, mais au C'est ça. moins, tu profiteras là-haut, quoi. C'est ça. Mais, Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait et, d'accord avec toi. euh, et aujourd'hui, alors là, Désolée. pendant la période du Corona, j'imagine que c'est un petit peu compliqué, mais tu as des projets, des choses là. Je voyais que tu mettais énormément de stories. Je mettrai de toute façon ton Insta en Merci. description. Mais t'as des choses de prévues après ça? Ah, bah, moi, je ne me suis jamais arrêtée, hein. Ouais, Enfin, dans le j'imagine. sens où, avant ou après, quand tu as un objectif, tu restes focus, peu importe le facteur extérieur. Moi, j'ai toujours été dans l'entraide pour les gens. C'est ce qui me nourrit profondément depuis toujours. Ouais, J'ai toujours enseigné, transmis. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner des femmes qui veulent apprendre à grandir et à se révéler au travers de la résilience. Parce que c'est comme, en fait, je prends mon expérience pour la partager à des personnes de basse génération, parce qu'au départ, c'est avec ces personnes avec qui je vais accrocher. Mais oui, mon objectif, là, je suis en train de passer tout ce qu'il faut pour devenir life coach. Je l'ai toujours beaucoup fait dans les coachs de vie. Par contre, j'ai ouais, toujours fait au travers de mes cours, et je faisais du personal training aussi. Donc, quand tu coaches quelqu'un en sport, ça ne s'arrête pas juste au sport. Et c'est quand clair. tu les accompagnes 3, 4, 5, 6 ans, euh, même des personnes que j'ai encore en France, de France, pardon, ça fait très longtemps que je les coach, ça ne s'arrête pas juste aux entraînements, en fait. Et pour le coup, c'était ma continuité. Ce n'est pas une reconversion pour moi, c'est juste une continuité. Mm, Et bah, j'apporte encore plus de compétences à mon arc pour pouvoir continuer à faire ça, et en France et aux États-Unis, en fait. mm. Ouais, je trouve que Donc là, c'est je... une suite logique, en fait, surtout dans le sport où le sport, t'as le sport qui est important, mais la nutrition, et Dieu sait que c'est Exactement. pas facile d'avoir, enfin, c'est facile aujourd'hui d'avoir accès à des fast-foods, de mal manger, pour pas cher, etc. Et je trouve justement que c'est une suite logique, le travail du mental pour te dire, bah, non, tu as envie d'avoir un objectif, tu visualises et tu fais attention à ce que tu manges. Et des fois, tu ne peux pas le faire toi-même, tu n'as pas forcément les clés. Et je trouve ça complètement logique qu'une personne comme toi qui fait de l'accompagnement en sportif ait cette capacité à pouvoir aider, mais aussi au niveau du mental, parce que c'est aussi important, quoi. Ah non, mais c'est clair, pour moi, c'est holistique. De toute façon, j'ai toujours dit, bien manger, bien bouger, bien penser. Mm, J'ai mm. toujours dit ça. Pour avoir ton équilibre et performer dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, au boulot, il faut que tu sois équilibré, il faut que tu sois en alignement, toi d'abord, quoi. Et Ouais, pour moi, ça passe par les nutriments qu'on va manger, parce que ça joue sur ton métabolisme, quoi, c'est clair, énormément. c'est Et clair. ça, on ne sait pas assez. Ouais, je regarde justement pas mal en ce moment sur Netflix. Alors, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de viande et j'ai tendance à vouloir un petit peu Mhm. migrer et faire un peu le flexitarien. Et il y a énormément de documentaires ou sur Amazon Prime, Netflix, Mhm. justement, où tu montres la nourriture des gens qui sont limite en phase terminale de cancer et qui, rien qu'avec l'alimentation et puis le Le mental. mental, mais ça tout combiné, les deux combinés, je pense que l'un sans l'autre, ça ne fonctionnerait pas. Je ne dis pas que ça Oui, fonctionne à 100%, mais en tout cas, ça aide quand tu as des médecins qui te donnent à chaque fois des trucs, mais qui font juste retarder oui, le exactement. truc. Bah, des fois, juste toi-même, tu peux, avec l'alimentation, le mental, régler énormément de choses. Complètement. C'est dingue. Complètement. Tu vois, là, moi, mon business, c'est dans le skincare et les compléments alimentaires. Et en fait, quand il y a eu le corona, les gens ont bien compris qu'il fallait que tu mettes au taquet tes cellules et ton système Mm, immunitaire. mm. Mais sauf que quand ils venaient vers moi, je leur expliquais que le corps humain, c'est pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain où il faut commencer quelque part. Mais là, moi, je peux pas t'assurer que tu vas être protégé de ce qui se passe en extérieur, parce que tu vas prendre des compléments alimentaires. Mm, C'est mm. un travail de toute une vie.
Et il faut y aller progressivement, sans pression, sans tension, mais il faut savoir ce que tu ingères, ce que tu respires, comment tu penses, comment tu dors, ça va influer sur ta santé. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà. Bon, bah, écoute, et juste avant de terminer, si tu devais retenir une seule chose de tout ton parcours, la chose dont tu es le plus fier, peut-être, je sais pas, quelque chose à retenir de tout ton parcours et qui fait qu'aujourd'hui tu en es là ou tu es la personne que tu es. C'est que j'espère que même si je n'avais pas eu la famille et l'environnement que j'ai eu au départ, j'aurais eu la capacité, parce que je pense que c'est ce qui est déterminant dans la vie, de pouvoir s'aimer, d'aimer les autres et de vraiment pas être dans la combativité, mais d'avoir cette capacité à accepter ses peurs et être dans la résilience. Pour moi, la résilience, c'est ce qui fait beaucoup. J'ai pas envie de dire tout. Pour moi, c'est l'amour en numéro un. Vraiment. L'amour pour soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Juste ce mot-là, c'est tout pour moi. Et ensuite, c'est cette capacité à vouloir aller de l'avant et rejeter le ne pas. Il m'énerve, cette négation. Ça m'énerve. Et je suis une personne très positive. Donc voilà, je remercie beaucoup mes parents. Mais s'il y a quelque chose que j'avais à partager, c'est aimer. Vraiment, en général, aimer. Et n'ayez pas de crainte à vouloir avancer et n'ayez pas de crainte au changement. Voilà. Et aux échecs non plus. Oui, tout ce qui va avec, tout ce qui est dans le champ lexical du négatif. N'ayez pas peur. L'échec, c'est pas négatif, c'est bon pour nous. C'est vraiment bon. La difficulté, c'est ce qui te fait rebondir. Vraiment. Bon, ben, écoute, je crois qu'on ne pouvait pas mieux terminer l'interview, c'est parfait. Merci beaucoup à toi, Bam. Prends soin de toi et puis on se tient au courant pour la suite. J'espère que avec grand plaisir. Vite se terminer cet épisode-là. Salut. Ciao. Ciao.